Mes chers jeunes compatriotes, la volonté croissante d'une frange de notre jeunesse d'émigrer vers d'autres cieux est de plus en plus préoccupante, surtout lorsqu'elle tourne à l'obsession et concerne même des personnes qui ont réussi localement leur insertion sociale. Certes, notre pays, comme bien d'autres dans le monde, connaît une conjoncture difficile. Cependant, la solution n'est pas toujours de s'en aller. Partir, oui, mais pas à n'importe quel prix. De plus, sachez que pendant que vous aspirez à partir, de nombreux étrangers essaient de s'installer au Cameroun, confirmant en cela qu'il s'agit d'une terre accueillante et d'un pays d'opportunités. Bonsoir. Le 10 février dernier, dans son message à la jeunesse, le président de la République, Paul Biya, et vous venez de le réentendre, tirer la sonnette d'alarme. Citation. La volonté croissante d'une frange de notre jeunesse d'émigrer vers d'autres cieux est de plus en plus préoccupante, surtout lorsqu'elle tourne à l'obsession et concerne même les personnes qui ont réussi localement leur insertion sociale. Fin de citation. Sur la route de l'émigration, nous allons emprunter ce soir toutes les pistes, des itinéraires les plus réguliers aux chemins les plus escarpés. Tout au long de notre parcours, nous vous rapporterons tout ou presque des success stories, mais également les histoires les plus glaçantes. Et c'est Abdelrahman Diop, le chef de mission de l'Office international des migrations, qui va nous servir de guide. Chers téléspectateurs, merci de nous accorder votre hospitalité. Abdelrahman Diop, bonsoir. Bonsoir, M. Metzo. Alors, vous êtes le chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations, en poste depuis un peu plus de 2 ans dans notre pays, le Cameroun. Deux raisons principales nous conduisent vers vous ce lundi. La première, c'est ce message à la jeunesse du président de la République, Paul Biya, le 10 février dernier, et cette allusion faite à l'immigration qui fait de plus en plus courir les Camerounais. Et puis à cette causerie que vous avez organisée ici même au siège de l'OIM, entre les migrants de retour et puis des jeunes élèves. Déjà sur le premier sujet, vous avez sans doute écouté, regardé cet important message du chef de l'État à la jeunesse. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir qu'il évoque le sujet de l'immigration? Merci beaucoup à M. Metzo, merci de nous rendre cette visite, d'organiser cet entretien. Je voudrais d'abord dire bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs et à toutes les autorités qui regardent cette émission brillante du reste. J'ai été très agréablement surpris par la mention par son Excellence Monsieur le chef de l'État des questions de migration dans son discours adressé à la jeunesse. Et il faut dire que pour moi, au niveau de l'OIM, ça a été, j'allais dire, la consécration que l'autorité politique se saisit de façon explicite de cette question migratoire. Et il faut également dire que la question, pour moi, je l'ai entendue tout au long de son discours, en vérité. Quand il parlait à la fois des questions d'accès à la formation professionnelle, quand il parlait des questions même de la politique import-substitution, tout cela, pour moi, en tant qu'expert en migration, j'entendais un discours très construit autour du phénomène de la migration au Cameroun. Alors, l'autre actualité, en prolongement de la première d'ailleurs, c'est cette causerie que vous avez organisée entre les migrants de retour et puis les jeunes élèves. Tout à fait. Quel en était l'objet et quel en est le feedback? Il faut dire que pour nous, au niveau de l'OIM, il s'agira à partir de maintenant, et comme il a toujours été le cas, de donner vie au discours de son Excellence, Monsieur le chef de l'État. Et il nous était important, au lendemain de ce discours, de donner un contenu à ce qu'il a appelé à tout prix. Ce qu'il a dit, partir oui, mais pas à n'importe quel prix. Et ce n'importe quel prix, pour nous, il était important de créer un cadre pour que les destinataires de ce message comprennent cela. Et qui est mieux placé que celui-là qui a vécu l'expérience? D'où le fait que nous avons eu recours
aux jeunes Camerounais que nous avons déjà assistés au retour et à la réintégration, afin qu'ils viennent parler à leurs pères, leurs jeunes frères, de leur expérience migratoire. Alors, vous qui êtes ici au Cameroun depuis un peu plus de 2 ans, je l'ai dit, et qui avez eu à vous déplacer, à aller à la rencontre du Cameroun profond, est-ce que le Cameroun, c'est l'enfer qui est décrit par certains au point de les pousser à partir à tout prix? La question migratoire est une question très individuelle, en vérité. C'est ce qui fait que c'est une question complexe. Parce que la dimension personnelle, j'allais dire, intervient beaucoup. Et vous savez, même dans le pays le plus développé, vous trouverez des gens qui vivent un enfer chez eux, dans leur fort intérieur. D'où l'intérêt d'ailleurs que nous avons sur les questions de santé mentale et de soutien psychosocial. Mais du point de vue de la personne que je suis, du point de vue du parcours que j'ai ici au Cameroun, nous avons un total de 6 bureaux, donc des sous-bureaux à Douala, Boya, Bertoua, Maroua, Kousséri. Je vais beaucoup dans la région de l'Ouest également. Vous en revenez d'ailleurs? J'en reviens effectivement. Et donc nous avons mené la semaine dernière la retraite des chefs d'agence des Nations Unies au Cameroun. Non, le cadre est formidable. Les opportunités sont visibles. Les opportunités sont palpables, elles sont concrètes. Donc de mon point de vue, il est évident que ce n'est pas du tout un enfer. Il y a des opportunités à saisir, il y a du travail à faire, il y a des pierres à apporter à la construction de cet édifice qu'est le Cameroun. Alors parlons concrètement de votre quotidien. Présentez-nous la situation actuelle des migrations au Cameroun. La situation de la migration au Cameroun, encore une fois, est une situation assez complexe. Elle est partagée entre plusieurs pays. La première chose que je dois mentionner, c'est que pour nous, au niveau de l'OIM, le migrant est défini comme étant une personne qui réside en dehors de son lieu de résidence habituel. Ça peut être à l'intérieur du pays, donc d'une ville à l'autre. Ça peut être également avec le franchissement d'une frontière internationale. Donc le fait de se retrouver dans un autre pays, quelles que soient les raisons. Donc de ce point de vue, la migration au Cameroun, il faut dire qu'elle est 360 degrés. Le Cameroun est d'abord un pays de départ, c'est aussi un pays de transit, et c'est enfin un pays de destination. Donc nous trouvons beaucoup de jeunes, de personnes qui effectivement vont en migration pour s'installer dans un autre pays ou à l'intérieur du Cameroun. J'aime citer l'exemple de Tanga Nord, Tanga Sud, dans Villekruyel des Aboto. Donc on a là quelque chose d'assez particulier sur le cas du Cameroun. La situation en migration aussi, c'est le contexte sécuritaire. Il faut dire qu'aujourd'hui au Cameroun, les données que nous recensons nous indiquent qu'il y a à peu près 1 million de Camerounais qui sont déplacés à l'intérieur de leur propre pays. Et à côté de ça, comme je disais, on a également 650 000 personnes qui sont retournées dans leur localité d'origine après un déplacement forcé. Bon, j'ai mentionné la question de la migration comme le Cameroun comme pays de départ. De 2017 à 2023, nous en sommes aujourd'hui à plus de 7000 Camerounais que nous avons accompagnés à revenir après un parcours migratoire irrégulier. Donc c'est dire que c'est un pays qui voit ses fils et ses filles partir. C'est un pays par lequel beaucoup d'Africains transitent pour aller dans un autre pays, mais c'est aussi un pays où beaucoup de personnes viennent s'y installer à la recherche de leur mieux-être. Alors marquons une petite halte pour revenir sur l'actualité de cette semaine, ici à l'OIM. Je vais vous proposer de regarder à nouveau cet élément qui nous est proposé par William Badier, dans lequel il fait parler les migrants de retour et puis quelques jeunes élèves qui ont pris part à cette activité. Des témoignages poignants et captivants. Ces jeunes migrants ont vécu l'enfer et frôlé la mort sur le chemin de l'aventure à la quête d'un mieux-être en Europe.
De retour au Cameroun, ils livrent leurs témoignages et prêtent main forte au gouvernement de la République du Cameroun ainsi qu'à l'Organisation internationale pour les migrations à travers des messages de sensibilisation à l'endroit des jeunes sur les dangers de l'immigration irrégulière. Je ne pourrais pas encourager une personne de prendre la route pour un tiers pays. Voir ses amis mourir, voir ses amis blessés, ou bien aller travailler, passer des années à travailler et retourner chez soi sans rien n'est pas quelque chose de facile. Toutes ces années perdues là, on pourrait la gagner étant chez soi. J'ai 16 ans, footballeur. J'ai quitté le Cameroun en décembre 2022. J'étais en Tunisie. J'ai connu beaucoup de racisme en Tunisie. Le conseil qu'il peut donner à la jeunesse, c'est de ne pas prendre la route. Oui, c'est de partir en voie régulière parce que trop de risques, trop de racisme là-bas en Tunisie. Au regard de la gravité de la situation et du désir sans cesse croissant des jeunes à migrer à tout prix, à tous les prix et même parfois au péril de leur vie, le président Paul Biya a tiré la sonnette d'alarme dans son adresse à la jeunesse le 10 février dernier. Mes chers jeunes compatriotes, la volonté croissante d'une frange de notre jeunesse d'émigrer vers d'autres cieux est de plus en plus préoccupante, surtout lorsqu'elle tourne à l'obsession et concerne même des personnes qui ont réussi localement leur insertion sociale. Certes, notre pays, comme bien d'autres dans le monde, connaît une conjoncture difficile. Cependant, la solution n'est pas toujours de s'en aller. Partir, oui, mais pas à n'importe quel prix. De plus, sachez que pendant que vous aspirez à partir, de nombreux étrangers essaient de s'installer au Cameroun, confirmant en cela qu'il s'agit d'une terre accueillante et d'un pays d'opportunités. En appui aux efforts du gouvernement dans la sensibilisation des jeunes sur les dangers de l'immigration irrégulière, l'Organisation internationale pour les migrations et les organisations non gouvernementales. Nous parlons aujourd'hui de plus de 281 millions de personnes dans le monde qui vivent en dehors de leur pays et très clairement, l'adresse du chef de l'État nous a permis de nous rendre compte que c'est une problématique sérieuse au niveau du Cameroun qui maintenant fait l'objet d'une prise en compte par les autorités politiques. De ce point de vue, il était important pour nous de donner un écho ô combien important au propos qui a été délivré, surtout dans la partie où son Excellence dit, je cite, « partir oui, mais pas à n'importe quel prix ». L'ONG partenaire à l'OIM s'est rendu compte de la problématique, la question pertinente de l'immigration. Aujourd'hui, on constate que la majorité des jeunes veulent aller en Europe à tout prix. Et ensemble, avec l'OIM, nous avons mis en place un protocole de collaboration pour sensibiliser les jeunes aujourd'hui, pour leur amener à comprendre qu'ils ne sont pas obligés de penser à aller en Europe à tous les prix. Et nous menons des activités dans le cadre de la sensibilisation à travers les clubs GESCOR, Jeunesse scolaire responsable, qui existent dans les établissements scolaires du Cameroun. Dans ces clubs-là, l'OIM a une possibilité d'avoir le maximum des jeunes à qui on peut parler directement sur les questions et les risques de l'immigration clandestine. Nous avons des divers clubs, c'est-à-dire le club journal, d'où nous pouvons facilement briefer les élèves à chaque rassemblement le lundi et en effectuant aussi des descentes de sensibilisation dans les diverses classes. Des messages de sensibilisation qui trouvent un écho favorable auprès des jeunes. Monsieur le chef de mission, en quoi consiste l'accompagnement de l'Organisation internationale pour les migrations aux côtés des pouvoirs publics camerounais? Monsieur Medzo, je pense qu'il nous faudrait une semaine pour en parler. Tellement nous avons des interventions aussi nombreuses sur le territoire camerounais. Mais je dirais dans un premier temps que c'est une organisation à laquelle appartiennent 174 États, oui, dont le Cameroun. Nous sommes ici depuis 2007.
il faut dire qu'on a des principes, j'allais dire directeurs, qui gouvernent nos actions d'accompagnement de nos États membres. Principalement, nous posons un principe selon lequel, lorsque la migration est sûre, ordonnée et régulière, elle est bénéfique aux migrants et aux sociétés, que ce soit les sociétés de départ, de transit et d'accueil. Plus précisément, au Cameroun, je peux dire que je peux organiser la réponse en selon je dirais, trois aspects. Oui. Vous avez parmi les agents des Nations Unies, des agences dites humanitaires, d'autres de développement. Mais le cas de l'OIM, c'est que c'est une agence triple mandated, comme on dit en anglais. Donc nous sommes dans l'humanitaire, oui, dans le développement et dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Vous le faites équitablement ou alors il y a un volet qui prend parfois le dessus sur les autres? En fonction vraiment des besoins et en fonction de l'orientation politique du gouvernement que nous accompagnons, là, l'un ou l'autre peut prendre effectivement le pas sur les autres aspects. Dans le cas du Cameroun, au niveau humanitaire, de façon concrète, c'est presque plus de 10 000 personnes que nous avons accompagnées en termes d'abri et de logement. Donc ce sont des populations déplacées internes, notamment à l'extrême nord. Ce sont également de façon concrète plus de 1700 personnes que nous avons accompagnées à créer des activités génératrices de revenus, qu'elles soient déplacées internes, mais aussi les ex-associés au groupe armé non étatique, des personnes qui ont répondu positivement à l'appel du chef de l'État de déposer les armes et de rejoindre effectivement les centres dits de DDR, désarmement, démobilisation et réintégration. Nous avons dans nos actions, comme je le disais tantôt, sur le volet santé mentale, soutien psychosocial, ce sont plus de 25 000 personnes qui ont été sensibilisées, accompagnées sur les questions de troubles psychologiques liés justement au déplacement. Ce sont 8 centres du MINAS, ministère des Affaires sociales, que nous avons accompagnés, créer des espaces d'écoute pour les enfants, victimes justement de ces mouvements forcés. Alors, plus loin, nous essayons aussi de prévenir les crises. Il ne s'agit pas toujours de répondre. Donc, prévenir pour nous, c'est en fait, dans un premier temps, s'assurer que les données fiables, régulières, soient disponibles afin de guider l'action gouvernementale pour mieux prévenir ces crises. Et donc, on a développé une matrice que nous appelons la matrice de suivi des déplacements. Et donc, à ce niveau, nous arrivons à fournir des informations sur quelles sont les personnes qui sont en mobilité, pourquoi elles sont en mobilité, elles ont été déplacées pendant combien de temps, combien sont retournées dans leur localité et également de quoi elles ont besoin. Et nous stratifions même les besoins par secteur, de sorte à ce que le ministère de la Santé, en regardant nos chiffres, peut voir directement quelles sont les populations en besoin de santé, de soins de santé et pouvoir adresser. Donc ça, c'est vraiment le volet humanitaire. Sur le plan du développement, c'est l'accompagnement aux politiques. Donc il ne peut pas y avoir d'action, j'allais dire, avec des changements et des impacts structurels, oui, comme l'a souhaité son Excellence, Monsieur le chef de l'État, tant que les politiques elles-mêmes ne s'approprient pas de ces questions. Donc je profite de cette occasion pour saluer son Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, oui, qui nous a fait appel pour que justement nous puissions structurellement intégrer les questions migratoires lors de la révision de la politique nationale de la jeunesse qui est en cours. Plus loin, nous accompagnons la création d'activités génératrices de revenus, oui, pour les migrants de retour. Ça, c'est vraiment dans le cadre du développement, puisque de 2017, encore une fois, à 2023, on parle de 7300 personnes que nous avons accompagnées au retour. Et quand ils reviennent, en fait, on les accompagne à créer des entreprises. Il s'agit de les autonomiser afin que vraiment ils puissent, je dirais, s'en sortir par eux-mêmes. Plus loin, je peux bien mentionner le centre de réception des demandes de visa pour le Canada, parce que nous faisons dans ce que nous appelons la promotion de la migration régulière. Nous avons des cliniques, donc nous occupons de la santé des migrants, santé des réfugiés et la diaspora. Donc l'accompagnement à l'État camerounais dans la mobilisation des ressources de la diaspora pour leur soutien aux politiques nationales en vigueur. Je ne veux pas être trop long, mais je finirai sur le volet paix. Oui. Et là, nous avons des activités de stabilisation communautaire, promotion de la cohésion sociale, promotion de l'intégration. Vous savez bien que toute mobilité crée des besoins d'intégration. Et donc là, dans la région de l'extrême nord notamment, nous avons réussi à implanter 23 systèmes d'alerte précoce qui permettent d'identifier au niveau communautaire les crises naissantes. Et grâce à ces mécanismes, par exemple, une vingtaine de conflits potentiels ont pu être désamorcés dès leur entame. Nous avons fait des chansons de promotion de la paix, du retour des ex-combattants
au sein des centres DDR. Et nous avons soutenu aussi, et nous soutenons, les associations féminines pour des actions de promotion de la paix au sein de leur communauté. Alors, sans avoir à consulter vos statistiques, il apparaît, vu de l'extérieur, que la tendance pour la migration est haussière. Oui. Qu'est-ce qui justifie cette évolution? Comment comprendre cette évolution actuelle du nombre de migrants camerounais? Les raisons sont nombreuses. Encore une fois, on parle d'un sujet avec une dimension humaine très profonde. Oui. Mais de façon générale, nous avons la situation, la crise sécuritaire. Nous venons de finir une enquête dans les régions du nord-ouest, l'ouest et le nord. Et quand nous avons demandé aux personnes pourquoi elles partaient, 70% disent partir en raison des crises sécuritaires. Donc ça, c'est une raison fondamentale. On a eu un charter du Niger, une centaine de Camerounais qui rentraient. 61% estiment être partis pour des raisons liées à la recherche de mieux-être économique. Vous regardez dans ce groupe, vous avez un 5% qui était parti pour des raisons de sport, estimant qu'il fallait partir pour intégrer les meilleurs clubs de football. Et optimiser les gains. Exactement, optimiser les gains. Vous avez aussi des raisons liées au changement climatique. Changement climatique, que ce soit lent, tel que la désertification, mais aussi soudain. Vous avez des catastrophes telles que les inondations qui vont obliger effectivement les populations à partir. Donc, en résumé, raisons économiques, sécuritaires, raisons liées au sport, raisons liées à la, j'allais dire, à la réunification familiale. C'est là où on se rend compte qu'au Cameroun, les femmes commencent à grossir dans les rangs des migrants. Comment comprendre? Avant, c'était plutôt l'inverse. Oui, oui. Comment comprendre que les femmes soient aussi nombreuses ou plus nombreuses à vouloir partir? À vouloir partir. Il est évident que les mêmes raisons s'appliquent également aux femmes, mais parmi la tranche femme, vous trouverez plus des personnes qui partent pour rejoindre leur conjoint, qui lui était déjà parti, et donc c'est là où on parle donc de réunification familiale, telle que voulue par l'épouse rester derrière, si je peux utiliser cette expression. Et évidemment, tout cela ne va pas sans risque, monsieur le chef de mission. Quels sont les risques liés à une telle croissance de départ vers des citoyens camerounais vers l'Occident? Les risques sont nombreux. Il est évident, on parle aujourd'hui de 281 millions de personnes migrantes à travers le monde entier. Ce que j'aimerais dire d'abord, c'est que peut-être qu'on va éviter de mettre trop l'accent sur ces aspects négatifs. Malheureusement, la tendance politique dans plusieurs pays, notamment les pays du Nord, c'est un discours au durcissement de la migration et donc malheureusement qui est utilisé très souvent à des fins électorales. La politisation de la migration n'est pas la solution. Non, absolument pas. Nous nous sommes convaincus que lorsqu'elle est gérée correctement, cette migration-là peut vraiment être bénéfique aux migrants et aux sociétés. Les risques sont nombreux et je profite de l'occasion pour vraiment exprimer toute ma compassion aux familles qui ont perdu leurs êtres sur ces parcours. La migration irrégulière, on ne cessera jamais de le dire, ne promeut ni la dignité humaine, ni les droits de l'homme, ni la protection des êtres humains. Donc c'est des pertes en vie humaine, c'est des familles qui se voient arracher des êtres qui leur sont chers, dont du jour au lendemain n'ont plus de nouvelles, en vérité, et bien sûr des conséquences sur l'État, le pays de départ. Donc je pense que Kofi Annan en a parlé en disant qu'au-delà de ces enjeux politiques, de ces conséquences politiques, on ne peut pas non plus négliger qu'il y a des opportunités extraordinaires que cela offre aux migrants eux-mêmes et aux sociétés de départ comme celle d'accueil. Mais maintenant, vous qui traitez de cette question au quotidien, comment gérer efficacement l'immigration? Pour nous, au niveau de l'OIM, la première chose, c'est comprendre le phénomène. Comme je l'ai dit, on ne peut pas, en vérité, faire, j'allais dire, des copier-coller, faire des solutions clés en main. Clés en main, non. Chaque situation appelle à une compréhension particulière. Voilà pourquoi les données que nous avons sur les déplacés internes, on a commencé cela depuis 2015. Ce qui permet, parce que nous avons compris le besoin d'actualiser et de rendre, j'allais dire, des informations fidèles au temps et à l'évolution des situations. Alors, gérer les migrations, c'est de les comprendre, comme je le disais. Au-delà de la compréhension, c'est la prise en charge par les politiques. Que ce soit au niveau centralisé, que ce soit au niveau déconcentré,
que chaque autorité, là où elle est, effectivement, prenne en compte ces questions dans la définition de ses priorités, dans la définition de sa politique. Et c'est là, encore une fois, j'ai beaucoup apprécié le discours de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, à ce niveau. Je prends un exemple. Nous sommes en discussion avec le ministre de l'Agriculture et du Développement rural pour que justement les questions migratoires soient intégrées dans le cadre du programme d'appui au développement des filières agricoles PADFA. Donc, c'est dire que les migrants qui rentrent, que nous avons peine à réintégrer, les migrants, les jeunes dont nous connaissons le profil aujourd'hui. Si vous travaillez sur une question, ça fait 73 on va y revenir. On reviendra, d'accord, oui. Ça fait 73 ans qu'on existe. On arrive à un moment donné quand même à sortir, je dirais, un profil. Et donc, c'est travailler à ce que ce profil, ces jeunes, soient intégrés, qu'on leur donne des opportunités, afin que justement elles ne partent pas. Donc, je dirais vraiment à ramasser, comprendre le phénomène, travailler à ce que les politiques puissent les prendre en compte et travailler à définir des approches ciblées en lien avec ce phénomène. Abdelrahman Diop, chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations, invité de cette édition de votre magazine, Présidence Actu. Monsieur le chef de mission, quels sont les Eldorado, entre guillemets, les plus prisés par les migrants? Quels sont les pays clés de destination? Pour moi, le premier Eldorado, c'est le Cameroun. Hein. C'est le continent, comme le chef de l'État l'a dit. Mais bon, au-delà, effectivement, quand on regarde les mouvements de départ, il faut dire que les Camerounais aujourd'hui vont partout. Ils vont partout. Sur le continent africain, nous avons le Tchad, nous avons le Nigeria, nous avons aussi le Gabon comme pays de destination. Ensuite, sur l'Europe, on va trouver essentiellement des pays comme la France, la Belgique, qui accueillent des flux importants. Et dans les Amériques, on trouvera donc les États-Unis, le Canada. Mais on trouve des Camerounais aujourd'hui en Asie, en Chine, au Japon, tout comme on en trouve en Europe de l'Est. Mais je m'attendais à ce que vous placiez le Canada avant tous les autres pays. Aujourd'hui, c'est vrai que dans l'actualité, le Canada est revenu beaucoup, mais ce n'est pas le premier pays de destination. Certes, ce que l'on observe, c'est une croissance du flux vers le Canada, mais à ce jour, le Canada ne reçoit pas la majorité. Ce n'est pas le premier pays de destination des Camerounais. Maintenant, qu'est-ce qui amène les jeunes Camerounais à être de plus en plus portés dans leurs décisions migratoires, à emprunter des voies de migration irrégulières? Je pense que cette question est vraiment importante et je vous remercie de l'avoir posée. Ce que nous notons, et je profite de votre micro et de votre écran, bien entendu, pour faire un appel à la jeunesse, pour dire que les voies de migration régulières sont accessibles à tous et à toutes. Vous avez malheureusement aujourd'hui beaucoup de désinformation. Des informations qui font que des gens vont penser que le passeport est élitiste. Et donc, ils ne vont même pas se donner la chance. Et qui n'est même pas accessible. Qui n'est pas accessible. Vous avez des personnes qui vont être dans le mimétisme en se cantonnant aux réseaux sociaux, en regardant les conditions de vie de leurs frères et sœurs en Occident et pensant que c'est l'essentiel du mouvement migratoire. Qui vont penser que le chemin vers un visa est trop long, trop compliqué, inaccessible. Et souvent, permettez-moi le mot, grâce au Congo-Ça, on ne s'y intéresse plus. On ne veut plus faire l'effort d'aller vers une ambassade, de toquer à la porte et de dire « Je suis élève, je suis en année de baccalauréat, j'aimerais poursuivre mes études dans votre pays. Comment je fais? Quelles sont les conditions ?» Donc là, on a un sérieux problème. Je pense que c'est un ensemble, un faisceau de raisons. Deuxième raison, c'est le manque d'opportunités économiques. Comme je le disais, beaucoup vont effectivement chercher des emplois, vont chercher à accéder à des fonds destinés à la jeunesse. Pour peu qu'il y ait un ou deux échecs, vont se dire que ce n'est pas accessible à moi et donc je préfère prendre la route de la migration irrégulière. C'est vrai, il est vrai que le nombre de voies de migration régulière pourrait être revu à la hausse. Et c'est en cela que je fais un clin d'œil aussi à ma directrice générale, Amy Pope, qui a fait de cela son chemin de bataille
pour parler aux différents gouvernements. Vous savez, la transition démographique est telle qu'il y a des pays où on observe un vieillissement de la population. Ouais. Donc comment on travaille ensemble dans le Conseil des Nations qu'offre l'OIM pour justement échanger et voir quels sont les besoins et quels sont les apports que d'autres pays peuvent effectivement... et là, ce seraient des apports essentiellement pour constituer la main-d'œuvre. Exactement, pour constituer la main-d'œuvre. Ce qui n'est pas particulièrement valorisant, si c'est pour cela qu'il faut partir. Oui, mais cela dépend encore une fois de l'angle, le prisme sous lequel on prend le problème. Et vous vous souviendrez que je disais tantôt que la migration doit être gérée. Avec une gestion basée sur des données, vous arriverez à trouver des domaines là où une jeunesse camerounaise est en manque d'emploi, manque d'accès à l'opportunité économique, peut-être parce qu'il y en a moins et que ces opportunités existent ailleurs. Donc comment on crée les conditions d'un échange? Comment on crée des conditions d'une migration circulaire qui permet à des jeunes Camerounais, on l'a fait avec le Maroc, on l'a fait avec la Tunisie, où des Tunisiens, des Marocains allaient en Italie sur la période estivale, cultiver la tomate, dégager des revenus et revenaient dans leur pays. Et grâce à ces revenus, investissaient dans une activité génératrice de revenus ou dans un business, comme on dit. Donc, c'est tout ça, en fait, que l'on peut faire si l'on se donne le temps et les ressources pour à la fois comprendre les phénomènes et y répondre de façon structurelle. Quel crédit accorder à ces agences qui proposent des départs aux Camerounais, qui en font d'ailleurs beaucoup de publicité autour? Oui. Oui. Quel regard vous jetez sur l'activité de ces agences? Ce sont des agences qui, sans doute, exercent en légalité dans le contexte camerounais, donc qui ont des autorisations pour le faire. Ce sont des agences qui font une promotion, je dirais, tout azimut en fonction de circuits qu'elles ont identifiés, de circuits mis à disposition par des pays d'accueil et qui ont une population aussi qui les écoute. Donc je pense encore une fois que... Peut-être naïvement. Peut-être naïvement. Parce qu'il y a des histoires pas toujours agréables, il y a quelques désillusions qui ont été rapportées. Tout à fait, tout à fait. Mon avis est que, je vais revenir encore à cette question de la gestion, que les autorités, que les pouvoirs publics, avec l'ensemble des parties prenantes, les migrants eux-mêmes, les jeunes, les associations, organisations de la société civile, les parlementaires, les chercheurs, que l'on puisse effectivement se retrouver pour voir concrètement comment est-ce qu'on apporte une réponse à ces phénomènes et comment on harmonise les procédures et les règles en matière donc de mobilité à partir du Cameroun. Maintenant, les voies migratoires les plus empruntées, c'est lesquelles? Quels sont les itinéraires les plus prisés par les migrants? C'est une très bonne question. Les itinéraires sont changeants. On en découvre, je dirais, de façon assez constante. Dernièrement, nous avons eu un cas d'une trentaine de Camerounais qui tentaient d'aller aux États-Unis à partir du Congo-Brazzaville à destination du Nicaragua. Donc, nouvelle route migratoire, les Amériques, donc des pays africains qui ont accès à ces pays de l'Amérique latine sans visa, donc qui, à partir de ces pays, vont commencer à marcher pour traverser l'Amazonie jusqu'au Mexique dans l'optique de rentrer aux États-Unis. Donc, vous regardez les chiffres aujourd'hui aux États-Unis, New York particulièrement, a une explosion de migrants subsahariens, ce qui n'était vraiment pas le cas. La route traditionnelle, pour y revenir, le Camerounais quitte Yaoundé, Douala, vont se retrouver à l'extrême nord, rentrent au Nigeria, à partir du Nigeria vont au Niger, du Niger vont dans un pays du Maghreb, que ce soit la Libye, la Tunisie ou encore le Maroc, et à partir de là, espèrent prendre les bateaux de fortune pour rejoindre l'Europe. Ça, c'est la cale de bateau, carrément. Entièrement. Donc c'est vraiment la route classique, mais comme j'ai dit, les routes se multiplient aujourd'hui, mais la destination première reste l'Europe et c'est ces routes-là que nous connaissons. Alors, durant les 2 années et demie passées au Cameroun et même durant tout votre bail au sein de l'OIM, oui.
vous avez sans doute vous êtes régulièrement en contact avec les migrants, mais on aimerait savoir, monsieur le chef de mission, l'histoire la plus glaçante en rapport avec des situations d'immigration irrégulière qui vous a été rapportée ou que vous avez vécu d'une façon ou d'une autre. Je pense que toutes les histoires se valent. Encore une fois, on est sur des dimensions humaines assez ancrées et je pense que chacun vit sa douleur avec une certaine relativité. Personnellement, j'ai été frappé par l'histoire d'un jeune Camerounais. J'étais dans mon bureau et on est venu attirer mon attention sur un acte de vandalisme. Et le monsieur était monté sur le mur en disant qu'il ne partirait pas si il ne recevait pas une assistance. Donc je profite de l'occasion pour vraiment saluer le courage de mes collaborateurs, surtout l'équipe qui travaille avec les migrants, donc les retours et la réintégration. Et donc j'ai eu un entretien avec ce monsieur personnellement et il m'a raconté son histoire. Ils étaient deux frères de la même famille à être partis. Et après avoir traversé tout le désert et se retrouver dans un pays du Maghreb que je ne citerai pas, se sont fait tirer des balles réelles. Et donc il est rentré boiteux, en vérité. Son frère dans un état de santé beaucoup plus préoccupant. On a réussi à sauver sa jambe parce qu'à son arrivée, on l'a conduit d'abord à l'hôpital. On a réussi à extraire la balle, on a dû placer des fers pour pouvoir le tenir. Et ce qui est encore plus douloureux dans cette histoire, c'est qu'il est devenu addict aux drogues. Donc, des substances psychotropes qu'il a commencé à consommer quand il était là-bas, souvent contre son gré, parce que les ravisseurs qui les arrêtent mettent ça dans la nourriture pour vraiment les tenir. Merci pour l'expression. Et donc, au retour, il a continué. Et malheureusement, la prise de ces drogues a fait qu'il n'a pas pu guérir. L'activité génératrice de revenus qu'on lui avait permis d'ouvrir une boutique n'a pas pu fleurir. Donc, il a dû fermer boutique. Et donc, il est retombé dans une situation vraiment de vulnérabilité, ce qui l'a amené ici. Voilà. Donc, c'est l'histoire de Daniel, ou l'histoire de ce joueur de football camerounais qui est dans un pays du Maghreb, encore une fois, d'où j'en prends qu'il n'avait pas été payé par son club de football. Il a voulu réclamer son dû. Bon, le lendemain, on l'a retrouvé mort dans sa chambre pour cause inconnue. Donc, vraiment, c'est un métier qui, encore une fois, qui nous met en contact avec toutes ces histoires. Avec la détresse humaine, véritablement. Exactement. Et encore une fois, bravo, kudo à mes collègues qui sont en contact de ces phénomènes. Mais est-ce que les efforts pour la gestion des migrations, des migrants dans notre pays sont suffisamment coordonnés? Parce qu'à vous écouter, on réalise que le problème gagne de plus en plus d'ampleur. Tout à fait, tout à fait. En matière de coordination, vous savez, M. Medzo, il y a beaucoup d'efforts à faire. Malheureusement, c'est un domaine où peu investissent des ressources, alors que cela est fondamentalement nécessaire. Je dois dire quand même que le Cameroun fait beaucoup d'efforts dans ce domaine. Fait beaucoup d'efforts parce qu'il a créé des mécanismes de coordination pour justement amener les partenaires ensemble à répondre aux préoccupations posées par la migration. Le comité national chargé de la supervision des interventions sectorielles en matière de gestion des flux migratoires au Cameroun. Et ce comité est logé au sein du service du Premier ministre camerounais. Un autre comité interministériel a été créé par décret sur les questions de lutte contre la traite et le trafic des êtres humains. Et à la faveur des derniers projets que nous avons mis en œuvre, on a eu un groupe de travail sur les retours et la réintégration, un groupe de travail sur la recherche et les données migratoires, et enfin nous avons mis en place un groupe de travail sur la santé mentale et le soutien psychosocial. Donc ce sont là les cadres, je dirais, qui pour le moment existent au Cameroun, et nous sommes très ravis de cette appropriation par la partie nationale, notamment au niveau de la primature. Mais sur place, à l'OIM, comment vous travaillez en interne à lutter contre les migrations irrégulières?
Au niveau de l'OIM, je dirais qu'il y a beaucoup d'actions que nous menons pour vraiment lutter contre ce phénomène de migration irrégulière. Déjà, encore une fois, en revenant aux aspects politiques, le fait de travailler, par exemple, avec le PATFA aujourd'hui pour intégrer la migration, c'est rechercher à donner des opportunités aux jeunes afin qu'ils ne partent pas de façon irrégulière. Il y a aussi des activités de sensibilisation. Il faut dire que depuis 2017 à aujourd'hui, on peut estimer à plus de 50 000 personnes que nous avons touchées à travers nos campagnes de sensibilisation. Il y a des travaux dans, encore une fois, la compréhension du phénomène et toujours être ouvert à cette évolution. C'est-à-dire que d'un moment à l'autre, d'un mois à l'autre, une étude peut révéler un aspect que nous pouvons prendre en compte pour justement définir de façon plus ciblée, plus structurée, des activités de sensibilisation. On est aussi dans la promotion des voies régulières de la migration. Donc aujourd'hui, avec le leadership du MINJEC, on est en train de mettre en place une activité pour inviter les ambassades de façon périodique à venir parler à la jeunesse directement. Je pense que tout ça peut vraiment nous permettre de réduire l'impact négatif des passeurs qui s'interposent donc entre ces voies-là et la jeunesse. On a plusieurs autres activités dans le domaine de la santé, dans le domaine, encore une fois, de la gestion des frontières, soutenir l'État du Cameroun à mieux gérer ses frontières pour éviter justement des mouvements migratoires irréguliers. Donc ce sont quelques activités que je peux mentionner en lien avec notre lutte contre la migration irrégulière au Cameroun. Vous l'avez évoqué subrepticement il y a un moment. Oui. On aimerait en savoir davantage sur l'accompagnement que vous apportez à ceux qui sont revenus au bercail après un échec dans leur parcours migratoire. Qu'est-ce que vous leur apportez concrètement? Non, merci beaucoup. Je pense que c'est une question qui me permet de dire que l'appartenance des États membres à cette organisation a ceci pour avantage que nous sommes des fois présents sur des territoires où ils ne sont pas représentés. Oui. Donc, en Ukraine aujourd'hui, où on ne trouve pas une ambassade camerounaise, nous allons agir en tant qu'organisation appartenant au Cameroun, nous allons agir pour le bien, n'est-ce pas, des citoyens camerounais. En matière de retour, la première chose, c'est d'abord l'accompagnement au pays de départ. À partir de ce moment, on intervient. On intervient à l'arrivée et on intervient post-arrivée. Au pays de départ, c'est de fournir en fait les documents qui leur permettent de voyager. Parce que beaucoup de ces migrants, sur leur parcours, vont détruire leurs documents d'identité. Eux-mêmes. Une raison à cela? Pour éviter d'être identifiés et de faciliter leur rapatriement. Il faut dire ici que nous, on ne fait pas, l'OIM n'intervient pas dans les retours forcés. Mais les États qui le font ont toujours besoin d'identifier le pays d'origine de la personne. Et lorsque vous avez un document d'identité, on sait que vous êtes du Cameroun et en ce moment, la machine peut effectivement être activée. Maintenant, nous, on travaille donc à mettre à disposition les documents, donc c'est les laisser passer avec les ambassades, bien entendu, en coordination. On s'assure de payer les frais de transport. Donc, soit c'est des billets d'avion, d'ailleurs la plupart du temps c'est des billets d'avion, pour que le retour soit digne, qu'il soit sécurisé. Et nous allons habiller des fois la personne. Parce que souvent ce sont des personnes que nous allons même chercher en prison. Et à partir de la prison, quand on leur demande est-ce que vous voulez rentrer et qu'ils répondent oui, à partir de ce consentement, on peut effectivement habiller la personne pour qu'elle puisse revenir de façon digne. À l'arrivée, on a un dispositif sous le leadership du gouvernement, ici le MINREX, qui vraiment, avec d'autres partenaires, nous sommes à l'aéroport, nous les accueillons à l'arrivée. Donc c'est des accueils que nous voulons toujours chaleureux. Dernièrement, une ONG à laquelle d'ailleurs je fais un clin d'œil, l'ONG FEF, Madame Onde, elle a apporté un bouquet de fleurs pour justement accueillir ces jeunes Camerounais qui rentraient. Et tout cela contribue déjà à baisser un certain nombre de pressions. À l'arrivée, c'est aussi de donner l'argent de poche, parce que beaucoup ne sont pas des centres urbains comme Yaoundé et Douala. Nos charters atterrissent essentiellement dans ces deux villes. Et donc, l'argent de poche pour que la personne puisse aller dans son village, dans sa localité d'origine. Il faut dire qu'avec le ministère des Affaires sociales, nous avons eu des centres où nous hébergeons les migrants.
Souvent, quand le vol atterrit de nuit, il va passer la nuit avant de continuer son voyage. Et donc, prise en charge complète, logement, nourriture, tout ce que vous pouvez imaginer. Et enfin, nous avons le dernier volet de notre accompagnement qui est l'aide à la réintégration. Réintégration psychologique, parce que souvent, il y a beaucoup de troubles nés de ce parcours. Réintégration communautaire, sociale, parce que vous avez des familles qui reprochent à la personne, mais pourquoi tu es revenu? Oui. Pourquoi tu es revenu? Et quand vous mettez à miroir ce qu'il a pu vivre sur la route, toutes les violences, avec un tel message, vous comprendrez que le premier volet de soutien psychologique est important. Donc, nous, on va faire des accompagnements pour créer le dialogue au sein de la cellule familiale, apaiser les tensions. Souvent, c'est lié aux moyens financiers. Hein. La famille qui réunit de l'argent, qui vous fait partir et vous revenez. Donc, il y a un travail que nous faisons au niveau social. Et enfin, la réintégration dite économique. Donc là, c'est un package. On aime bien les chiffres. Jusqu'à 800 000 francs CFA, grâce à notre soutien, au soutien que nous avons de l'Union européenne pour justement accompagner le jeune à créer son entreprise et à la dérouler. Il arrive de plus en plus que des jeunes nous disent « je veux une formation ». Et donc, quand c'est comme ça, nous, on paye la formation et en ce moment, le jeune peut suivre la formation et ensuite être réintégré. 800 000 francs par personne adulte, 400 000 francs par enfant. C'est-à-dire si je reviens avec 3 4 enfants, oui. chacun plus de oui. 800 000 francs. Exactement. Chaque enfant a droit à 400 000 plus vos 800 000 francs. Et des success stories sont enregistrées, elles sont nombreuses? Oui, nous en avons. Je pense à cette dame que nous avions invitée d'ailleurs à Bangoulap lorsque nous avons fait notre retraite au IM et qui nous racontait comment, de retour, elle avait eu 1 200 000 francs CFA puisqu'elle avait ses 800 000 plus un enfant qui avait droit à 400 000. Et avec cet argent, elle avait réussi justement à créer une plantation de tomates. Et à partir de ce moment, elle avait vraiment réussi à rebondir, comme on dit. Elle générait des revenus assez importants. Voilà. Donc, mais pour rester dans ces chiffres-là, oui. Beaucoup au sein de l'opinion ne comprennent pas que des personnes ou la famille arrivent à mobiliser 3, 4, 5 millions simplement pour partir vers une destination inconnue, a priori, alors que cet argent aurait pu leur permettre de s'installer honnêtement, dignement, ici au Cameroun. Oui. Quel discours vous tenez lorsque vous vous retrouvez en face des personnes comme celle-là? Oui, c'est entièrement la réalité de notre travail et en fait c'est un pari. Moi je dis c'est un pari que les familles font, mais c'est un pari qui est déséquilibré parce qu'elle manque d'informations. Manque d'informations sur vraiment ce qu'une personne peut vivre sur ce trajet. Parce que je pense qu'aucune mère ne voudrait que son enfant soit violé, soit emprisonné, soit soumis à des drogues, des sévices corporels, etc. C'est carrément inacceptable. Mais aussi un pari qu'une fois arrivé à destination, rapidement, vous avez accès à un emploi, vous pouvez dégager 5 millions ou même plus, rembourser et augmenter. Nous avons fait une étude sur ce sujet, migration et dette. Où on voit que, en fait, beaucoup de personnes n'arrivaient pas à se réintégrer parce que les fonds qu'on mettait à leur disposition étaient d'abord orientés vers le remboursement des dettes contractées au moment du départ. Donc, nous leur disons aujourd'hui de faire confiance aux structures étatiques, de faire confiance aux mécanismes mis en place par le gouvernement pour les accompagner vraiment à se réintégrer. Les montants ne sont pas énormes. 800 000, on peut dire que ce n'est pas énorme, mais il y a des personnes qui ont démarré leurs activités avec moins que ça et qui sont aujourd'hui devenus des vrais businessmen et qui dégagent des revenus solides. Alors, nombreux sont ceux qui rêvent de partir. Oui. Est-ce qu'ils sont tout aussi nombreux, ceux qui cherchent à revenir? Oui, de plus en plus. Ce qu'on note, j'ai commandité dernièrement une étude auprès de 2000 personnes qui partaient en migration régulière. Et quand on leur a demandé, est-ce que vous comptez revenir au Cameroun, 41% ont dit oui, je reviendrai. Donc, on leur a ensuite demandé, est-ce que de là-bas, vous voulez investir, continuer à investir au Cameroun, 80% ont dit oui.
On leur a demandé ensuite, est-ce que vous voulez le faire seul ou en communauté? Ils ont 80% ont répondu en communauté. Donc, il y a là un potentiel de mise en réseau sérieux pour justement favoriser l'investissement de la diaspora, n'est-ce pas, vers le pays de départ. Je l'ai dit tout à l'heure, de 2017 à 2023, c'est 7300 personnes qui sont revenues. Dans le cas de la migration interne, les déplacés internes, j'ai parlé de 650 000 personnes qui sont reparties dans leur localité d'origine. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a une volonté. Nous faisons d'ailleurs cette enquête que nous appelons l'enquête sur les intentions de retour dans les contextes en crise. Il y a une volonté qui est là, mais souvent c'est les conditions laissées au départ, les conditions qui ont poussé à partir. C'est là où il faut qu'on travaille encore une fois avec le gouvernement pour régler les problèmes et permettre que justement les retours soient de plus en plus nombreux. Abdelrahman Diop, nous allons nous séparer dans un petit moment, mais je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question. Il se dit que de plus en plus de Camerounais prennent pour prétexte la situation dans le nord-ouest ou le sud-ouest, prennent pour prétexte de prétendus harcèlements pour des questions de genre, prennent pour prétexte l'expression de leurs opinions politiques pour obtenir, pour chercher à partir ou chercher à obtenir un statut de réfugié politique. Quelle est la réalité de ce phénomène-là, vu d'ici? Vu de l'OIM, il faut d'abord dire que nous ne nous occupons pas en tant que tel des réfugiés. Nous, on a un mandat qui est assez précis. D'ailleurs, on s'est rendu compte à un moment que les réfugiés avaient leur convention de 1951, mais qu'il y avait, encore une fois aujourd'hui, on parle de 281 millions de personnes qui sont en mobilité et qui ne peuvent pas bénéficier du statut de réfugié. Sans doute que ce sont des réalités. Si vous avez eu ces informations, sans doute que ce sont des réalités parce que la liberté de mouvement est consacrée par la Déclaration universelle des droits de l'homme. En son article 13, je pense que tout le monde a le droit de partir. Et sans doute que dans la soumission du dossier, chacun mettra les raisons qui lui semblent les mieux à même de lui permettre d'avoir le statut de réfugié ou d'asile. Bon, maintenant, après, il appartient justement au mécanisme des pays qui les reçoivent de vérifier toutes ces informations en vue donc de donner le statut. La conséquence en est que beaucoup d'entre eux se voient refuser le statut de réfugié parce que justement les autorités de ces pays se rendent compte que, en vérité, il n'en est rien. Après enquête, bien entendu, et ils retombent dans la catégorie des migrants. Et donc, de plus en plus, des besoins de protection, des besoins d'accompagnement qui vont se poser et qui va donc grossir l'assiette de nos opérations. La différence entre migrants et réfugiés étant substantiellement laquelle? Substantiellement, c'est que le réfugié est une personne qui franchit une frontière internationale. Donc, il y a un besoin de franchissement de frontières internationales. Alors que le migrant peut être interne. Dans le cadre de l'urbanisation, encore une fois, Tanga Nord, Tanga Sud, on reste dans le Cameroun. Donc, il faut franchir une frontière par peur de persécution. Persécution liée à des raisons précises, peur pour l'atteinte à sa vie, pour ses opinions politiques, pour son appartenance ethnique, pour sa langue, etc. Donc c'est là où, effectivement, quand vous arrivez dans le pays d'accueil, ils doivent déterminer quelle est la raison. Donc il y a un push factor qui est important ici, qui est indépendant de la personne. Alors que dans le cas du migrant, il peut décider d'aller s'installer ailleurs. Moi, je suis migrant au Cameroun. Voilà. Merci beaucoup. C'est nous. Abdelrahman Diop, chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations, invité de cette édition de votre magazine Présence Actu. Merci, monsieur le chef de mission, monsieur le représentant, d'avoir accepté d'échanger en toute décontraction, en toute liberté avec nous dans le cadre de cette émission. C'est moi qui vous remercie et encore une fois l'occasion de dire merci aux autorités camerounaises qui nous permettent d'opérer sur le territoire camerounais, de travailler avec les concitoyens camerounais en dehors des frontières du pays, mais aussi à nos donateurs. Je ne vais pas tous les citer, je pense que ça pourrait être long, mais ils se reconnaîtront pour tout l'accompagnement financier qu'ils apportent à l'organisation. Merci bien.
Cette édition de votre magazine est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée. Retrouvons-nous dans 2 semaines. Bonsoir. Música